Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Ensemble, nous allons revenir sur toute l'actualité en principauté. Voici d'ailleurs les titres qui seront développés dans ce journal. Un exercice plan rouge au Stade Louis II. Lundi soir, les différents services concernés se sont mobilisés pour participer à cette simulation d'évacuation des tribunes. Plus de détails dans cette édition. Nous reviendrons sur ce grand nettoyage d'automne de la réserve du Larvoto. Cette opération menée par l'association monégasque pour la protection de la nature a permis de ramasser de nombreux déchets accumulés pendant l'été. Nous resterons en mer avec cette sortie à la découverte des cétacés organisée par l'association SOS Grand Bleu. Puis nous prendrons la direction de New York où le consulat de Monaco a présenté une exposition en hommage aux 150 ans de la Société des Bains de Mer. Et enfin, nous terminerons en musique avec le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier 3. Nous ouvrons donc ce journal avec cet exercice plan rouge au Stade Louis II lundi soir, organisé par le département de l'Intérieur. Il a servi notamment à tester un dispositif de sécurité mis en place pendant les matchs à haut risque. À cette occasion, il a rassemblé de nombreux services. Plus de détails dans ce reportage signé Christinda Tomel. PC sécurité de CQ2, il faut demander à Monaco Sécurité d'ouvrir tous les portillons en urgence afin que les secouristes puissent intervenir. Le déclenchement du plan rouge a été testé lundi soir au Stade Louis II. La Croix-Rouge monégasque, le service médical d'urgence et de réanimation, les carabiniers du Prince, la sûreté publique, les sapeurs-pompiers et l'AS Monaco ont collaboré tous ensemble pour cet exercice interservice impliquant de nombreuses victimes. Le scénario établissait un mouvement de foule dans une tribune populaire à la fin d'une rencontre de football de Ligue 1 classée à risque de niveau 3. 90 élèves de l'Institut de formation des soins infirmiers ont simulé les spectateurs victimes de la bousculade. Cet exercice a pu montrer d'abord la parfaite coordination des services de secours. C'est un officier des sapeurs-pompiers qui commande, qui a déclenché le plan rouge et qui commande, mais la sûreté publique, les pompiers, les carabiniers, la Croix-Rouge, les agents du stade travaillent avec déjà des automatismes qu'il faut noter. Ils ont l'habitude déjà de travailler ensemble. Et puis, lorsqu'il y a un match à risque d'un niveau 3, on active un poste médical avancé qui est dans le stade et qui est aujourd'hui en fonction, puisqu'il y a cet exercice, mais qui l'est aussi à chaque match à risque. Le personnel est présent, le matériel est là, et donc les précautions au maximum sont prises. Et ce qui est frappant de voir, c'est on assiste à une médecine maintenant qu'on appelle de l'avant, c'est-à-dire un tri et une stabilisation des blessés à l'endroit même où ils sont blessés, et puis un second tri au poste médical avancé. Organisé par le département de l'Intérieur, le corps des sapeurs-pompiers a assuré la direction et le déroulement de l'exercice. Le lieutenant-colonel Tony Varro supervisait cette simulation. Au total, l'Institut de formation des soins infirmiers a mis à notre disposition donc, ces 3 promotions, des premières, deuxième et troisième années, ce qui a ramené à 90 personnes. On avait environ une cinquantaine d'impliqués et après, on va dire une trentaine d'urgences absolues et le reste en urgence relative et 3 décédés de mémoire. L'absence du public dans le stade qui nous aurait effectivement apporté une problématique supplémentaire qu'auraient dû gérer donc, les stadiers et la sûreté publique pour d'une part faciliter l'intervention auprès des victimes et d'autre part de permettre l'acheminement des secours depuis l'extérieur avec une évacuation du stade puisqu'on peut, comme on peut l'imaginer, une affaire comme ça aurait nécessité l'interruption du match s'il était en cours avec une évacuation, je dirais, en bon ordre, dans le calme. Tout est relatif et il faudra le faire. Cet exercice pratiqué dans des conditions proches du réel a permis de tester le dispositif prévisionnel de sécurité mis en place à l'occasion des matchs à risque, de tester le plan de secours national et de s'entraîner sur des problématiques de gestion de crise en interservice. Un exercice qui s'est parfaitement bien déroulé et qui a permis d'apporter de précieuses informations pour faire face à ce type de risque. Il est clair que nous avons relevé un petit problème qui est que
il faut que nous ayons une cellule de communication notamment avec les familles des victimes potentielles, avec la presse également. Et sachez qu'à l'occasion d'un match, la presse est déjà là, finalement, les caméras de télévision sont déjà là. Donc il faut probablement que nous renforcions cet aspect de communication, de relation avec les médias et de relation avec les familles. Et puis pour le reste, l'exercice n'est pas encore terminé. Nous ferons bien entendu un débriefing, mais c'est un exercice qui a lieu régulièrement. Le dernier avait lieu en 2010 et le colonel Varro avait déjà organisé un exercice de ce type parce qu'il est important pour les hommes de se connaître, d'avoir le bon réflexe, parce que le jour où ça arrive, je dirais, il ne faut pas réfléchir, il faut le faire mécaniquement, je dirais, comme on l'a appris à l'occasion d'un exercice. Un exercice qui a donc permis à l'ensemble des services impliqués par la sécurité de travailler conjointement, comme ils le feraient en cas d'incident réel. À Monaco, les matchs à risque sont fréquents. Les 2 derniers l'été, tout comme le prochain, la principauté peut donc se féliciter d'avoir un dispositif opérationnel à tout moment si un incident devait malheureusement se produire. Nous passons à présent à cette opération de grand nettoyage de la réserve du Larvoto à l'initiative de l'association monégasque pour la protection de la nature. Cette démarche a lieu 2 fois par an en principauté et elle consiste à purifier les fonds marins. Voyez ce reportage de Christine Datomel et de Thomas Deus. Dans la matinée dimanche, les passants ont pu assister à un déploiement d'hommes-grenouilles sur la digue centrale de la plage du Larvoto. Munis de filets et de gants, une trentaine de plongeurs bénévoles a pris possession des fonds marins pour une vaste opération de nettoyage. En dehors du fait que ça permet de nettoyer évidemment la réserve, ce que l'on aimerait surtout montrer, c'est sensibiliser le public aux déchets qu'on peut trouver. Je pense que vous allez les filmer et vous voyez au fur et à mesure ce qui peut arriver. Certes, certains objets ont sûrement été perdus involontairement, mais si chacun donnait un petit peu plus d'importance à ces déchets et les jeter dans les emplacements prévus à cet effet, l'environnement n'en serait que mieux, surtout dans cette réserve où, comme vous le savez, de nombreuses espèces nichent, vivent et tout ce qui peut être jeté sur l'herbier, etc. peut poser des problèmes. Organisé par l'association monégasque pour la protection de la nature, le club de plongée de Monaco et l'école bleue ont prêté main forte à cet événement. Évoluant sous l'eau en binôme, les plongeurs se sont répartis les zones de nettoyage. L'objectif, récolter un maximum de déchets qui jonchent le fond de la réserve. On voit quand même pas mal de macro-déchets, notamment des déchets en plastique, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, un peu toutes sortes d'objets insolites, même des téléphones portables, à croire que les gens se baignent avec leur téléphone portable. Voilà, donc c'est une opération qui est quand même efficace, puisqu'on a à peu près l'équivalent d'un bon container. La protection de la biodiversité est entrée depuis quelques années dans la liste des principales préoccupations du public, une idée qui fut pourtant longue à mettre en place. Précurseur en matière de protection de l'environnement, Eugène de Bernardi créa en 1975 l'association monégasque pour la protection de la nature. Aujourd'hui, c'est sa fille, Jacqueline, qui perpétue son œuvre avec la même ténacité que son père. Il faut rappeler qu'à l'origine, la réserve a été créée à l'initiative de Son Altesse Sérénissime le Prince Régnier III, qui avait demandé en 1975 de s'intéresser à l'idée de préserver le littoral monégasque. Donc en fait, il a chargé une équipe de bénévoles à l'origine de s'interroger sur les modalités de création d'une réserve. Et à ce titre a été créée l'association monégasque pour la protection de la nature qui a mis en place les fondements de l'association et en même temps de la réserve, puisque ça s'est passé entre 1975 et 1976. Et si bien qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une réserve très particulière puisqu'elle est en milieu urbain. De ce fait, les gens peuvent se baigner, admirer les différentes espèces qui viennent au bord de l'eau. Et en même temps, de l'autre côté, d'un côté plus technique, on peut préserver et faire attention de manière à faire en sorte que l'herbier de Posidonie, qui était l'idée initiale, qui était celui qui devait être préservé, puisse être entretenu et favoriser le développement des espèces, notamment des espèces protégées telles que les mérous, qui sont nombreux dans la réserve aujourd'hui. Nombreux sont les estivants à s'émerveiller chaque été devant la multitude de poissons qui composent notre réserve. Toujours porteurs de messages d'espoir, les regards d'enfants témoignent du plaisir de communier avec une nature que les hommes ont longtemps négligée. Sauvegarder la Méditerranée et protéger le milieu marin, une mission que chacun d'entre nous se doit d'accomplir.
Nous restons en mer avec cette sortie qui connaît un vif succès chez les jeunes. Plusieurs bénéficiaires de l'association Les Enfants de Francky sont partis en mer pour aller à la rencontre des cétacés. Une belle balade que nous raconte Élodie Messager. Permettre aux enfants malades ou en détresse de s'évader le temps d'une journée, d'échapper à un quotidien souvent difficile, telles sont les missions de l'association monégasque Les Enfants de Francky. Une sortie en mer au départ de Saint-Jean-Cap-Ferrat était récemment organisée en partenariat avec l'association SOS Grand Bleu, des balades à visée pédagogique. Le but, c'est avant tout de leur faire connaître ce fabuleux patrimoine marin qu'on a juste à côté de chez nous, le sanctuaire Pélagos, ces différentes espèces de cétacés qu'on peut trouver, et aussi de voir dans leurs yeux leur sourire, leur bonheur quand ils observent les cétacés et surtout quand ils montent à bord du Santos Spire, parce que pour certains, parfois, ils ne sont jamais montés sur un bateau. À bord du Santos Spire, la réplique d'un caïque turc du XVIe siècle, les éducateurs rappellent aux enfants quelques règles de sécurité avant de les sensibiliser au respect de l'environnement marin. Le message en termes d'environnement, on le fait au long de la sortie, en leur présentant le petit guide des cétacés, en leur parlant des macrodéchets, des différentes espèces que l'on peut rencontrer en Méditerranée d'une manière générale, dans le sanctuaire Pélagos plus précisément. Et après, ça peut être aussi des espèces que l'on va croiser, que ce soit dauphins ou ça peut même être d'autres choses. Des fois on fait des petites observations assez sympas sur des méduses ou sur des poissons-lunes. L'idée à chaque fois c'est de rebondir sur ce que l'on voit, s'appuyer là-dessus pour faire passer le message d'environnement. Alors que certains tiennent le gouvernail, d'autres prennent les jumelles pour tenter de repérer dauphins, baleines ou même de drôles d'avions. J'ai aimé en plus de bien, j'ai conduit un peu le bateau, j'ai aimé. On navigue, on est sur un bateau de pirates. Quand on y va, certaines fois, on trouve des dauphins. On en voit même au large et très loin, à l'horizon. De voir les bateaux, les vagues, le bateau qui naviguait, tout ça quoi. Ça fait des sensations un peu les vagues ? Oui. Quelles sensations ? Ça fait un peu de chatouille. La journée s'achève par une visite du musée des coquillages qui rassemble plus de 6000 espèces ramassées sur les plages du monde entier. Prenons à présent la direction de New York où une exposition est organisée en hommage aux 150 ans de la Société des Bains de Mer. Une exposition qui rassemble des clichés de célébrités photographiées ici en Principauté. Voyez ce reportage de Serge Prémont et d'Élodie Messager. Il n'y a pas qu'à Monaco que l'on célèbre les 150 ans de la Société des Bains de Mer. À New York, aux États-Unis, l'exposition intitulée Monte Carlo Legends a attiré de nombreux visiteurs. Organisée par le Consulat général de Monaco et le Monaco Government Tourist Office, cette rétrospective rassemble une collection de clichés de grandes stars, Grace Kelly, Frank Sinatra, Maria Callas, Edith Piaf, Steve McQueen ou encore Liza Minnelli, des icônes qui ont façonné le mythe de la principauté. Les Américains sont très intéressés par l'histoire de Monaco. Ils la connaissent, mais de loin. Par exemple, ils savent que nous avons un casino de Monte-Carlo, mais ils ne savent pas comment ce casino a été créé à Monte-Carlo. Donc on leur a permis, au travers de cette exposition, de découvrir une page de l'histoire de Monaco et aussi de se familiariser avec tous les personnages du temps qui ont aidé vraiment à écrire cette histoire de Monte-Carlo. Nous avons des personnages symboliques tels que Winston Churchill, nous avons aussi des acteurs de cinéma tels que Orson Welles, aussi John Wayne, Kirk Douglas, et puis aussi une personne comme Gloria Swanson qui a été photographiée au Monte Carlo Beach. Donc c'est des personnages qui sont venus à Monaco en vacances pour des raisons personnelles et qui ont vraiment façonné notre histoire. Dans la vision de l'artiste Gea Casolaro, des personnages mythiques d'hier se superposent aux scènes du présent, un véritable voyage dans le temps qui n'attire pas seulement le public new-yorkais. De nombreux vacanciers ont été séduits par le côté glamour de l'exposition. Je suis surpris de voir qu'il y ait autant de personnalités qui sont passées par Monaco depuis des années, même certaines que j'aurais pas pensé, voilà, comme l'écrivain Colette. Moi, l'exposition, j'ai beaucoup aimé, je trouve les photos présentées, le décalage avec notre temps et voilà, les photos plus anciennes.
J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Ça donne envie de revenir à Monaco, revoir un peu les lieux présentés sur les photos. Ouais, le fait d'en savoir plus, oui, ça nous donne envie d'y retourner. Oui, puis peut-être d'avoir la chance de croiser d'autres personnalités, on sait jamais. J'ai visité Monaco mais très rapidement, donc il y a pas mal d'endroits que je ne connaissais pas du tout, donc c'est assez intéressant. Puis la comparaison avec les photographies, les vieilles photographies superposées aux nouvelles photos, c'est très intéressant, je trouve. Ça ressemble un peu à New York aussi, quoi. On a l'impression qu'il y a des stars partout à Monaco et on a l'impression un peu de New York et Monaco finalement, c'était quelque chose d'assez unique. L'union entre l'actrice américaine Grace Kelly et le prince Régnier III a effectivement créé un lien entre les États-Unis et la principauté. L'exposition en 2 parties rassemble des clichés issus des archives provenant de l'Automobile Club Monaco, des collections de la Société des Bains de Mer et de la bibliothèque du Palais Princier. 2 œuvres ont été vendues aux enchères au profit de la Fondation Princesse Grace USA. Avant de refermer ce journal, petit détour par l'auditorium Régnier III où l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo se produisait dimanche soir. José Sacré était présent, voyez son reportage. Les mélomanes de Monaco et de la région savent que chaque dimanche à 18 h, l'auditorium Régnier III affiche des concerts à ne pas manquer. C'était le cas le 13 octobre, outre une monumentale 7e symphonie de Shostakovich, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Oleg Gaetani accueillait Jean-Yves Thibaudet, soliste du concerto pour piano et orchestre en sol majeur de Maurice Ravel. C'est le premier concerto que j'ai joué avec orchestre. J'avais 11 ans, je crois. J'avais gagné un concours et le prix, c'était de jouer avec l'orchestre à Pleyel. Donc j'avais choisi, par contre, j'avais décidé de jouer ce concerto et pas un autre. Et depuis, c'est resté un de mes concertos. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais c'est un concerto un petit peu quand même fétiche et un peu spécial quand même. Pour quelles raisons? Expliquez-nous. Mais pour beaucoup de raisons. Du fait, c'était le premier, mais aussi parce que mon professeur à Paris, au conservatoire Lucette Descaves, était elle-même une élève et une amie de Ravel, donc elle le connaissait très bien. Elle m'a dit des choses étonnantes. C'était comme si j'entendais vraiment Ravel me parler directement au présent. C'était incroyable. Donc il y a un lien, une tradition vraiment française, ce qui est très importante, je trouve. Et ça, j'ai eu la chance de l'avoir et le privilège. Donc je trouve que je dois la transmettre et continuer à jouer. Je travaille tous les jours, si je joue tous les soirs, je trouve encore des choses nouvelles, ou des choses que j'ai envie de changer. Et ça, c'est une fraîcheur toujours, ça reste chaque fois incroyable. Et les concertos, on se fatigue un peu quelquefois, on les laisse de côté pendant quelques années, puis on les reprend. Mais celui-ci, il reste toujours là, présent. Toujours souriant, disponible, résolument optimiste, Jean-Yves Thibaudet est apparemment un artiste heureux. J'essaie toujours de voir le côté positif de la chose et je trouve que ça change la vie, vraiment. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps et les problèmes qui sont là resteront de toute façon, mais le fait de regarder, c'est comme chez les gens, chercher toujours le côté méchant des gens. Non, il y a toujours un côté gentil aussi. Donc moi, c'est un peu ma philosophie de la vie. Donc j'ai la chance d'avoir cette philosophie et j'espère ne jamais la perdre parce que ça rend la vie beaucoup plus agréable. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour cette fin de semaine. Mercredi, les nuages seront moins nombreux dans le ciel monégasque. Les températures seront douces. Elles seront comprises entre 16 et 21 degrés. Jeudi, temps sec et retour des éclaircies. Le mercure sera agréable. Même cas de figure vendredi avec un thermomètre affichant un maximum de 22 degrés. Le début de week-end s'annonce tout aussi ensoleillé. Les températures seront stationnaires. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.